de la fondation de la ville de Québec, donc de la première ville en Amérique du Nord, de la plus vieille ville en Amérique du Nord. 400 ans, c'est pas beaucoup comparé aux villes d'Europe, mais quand même. À la question principale de cette journée, qui va nourrir le monde, évidemment, sans aucune restriction, comme nous sommes une organisation liée aux producteurs agricoles, nous répondons, ce sont les producteurs agricoles qui vont nourrir le monde sans aucun doute. La grande question, c'est comment? Ça prend un plan. Même si certains conférenciers ont utilisé le mot hasard, dans le sens de dire que ce n'est pas un hasard qu'on soit rentré dans la situation actuelle, j'utiliserai le même mot hasard, c'est qu'on a laissé l'agriculture au hasard des intempéries, de prix, de climat, de marché, de spéculation, comme il a été dit ce matin par M. Guilfond. On a laissé l'agriculture à ces hasards-là depuis 25 ans. Alors, il ne faut pas être surpris du résultat qu'on a aujourd'hui, manque d'alimentation pour la population qui est sur la planète. Ça prend un plan pour répondre à cette problématique-là. Et les organisations de producteurs du Nord, avec celles du Sud entre elles, tous ensemble, ce qu'on pense que ce plan-là devrait être, c'est un partenariat renforcé. Un élément fort du plan, c'est un partenariat renforcé entre les organisations de producteurs agricoles partout dans le monde. Pour militer dans le sens de la réappropriation de l'agriculture par les producteurs agricoles. Partenariat professionnel, partenariat d'échange technique, partenariat au niveau de la mise en marché de produits agricoles, partenariat au niveau des investissements. Et ça ne semble pas faire l'objet d'une discussion aujourd'hui ou d'un antagonisme aujourd'hui. Ça semble être assez largement admis. Alors, je ne reviendrai pas sur les acétates que j'avais parlé très très longtemps, qu'on avait préparé, parce que ça semble être quelque chose d'assez. Construisons là-dessus. Quand même, si on veut aller à la deuxième étape. Si, justement, ces organisations de producteurs-là étaient assez fortes pour constituer une espèce de bargaining power dans chacun de leurs contrées, pour être capable de négocier avec le gouvernement l'établissement de politiques, de stratégies agricoles qui permettront, dans une première étape, et là, il faut sortir des idéologies, il faut sortir du dogmatisme, d'une seule réponse comme étant la réponse qui pourrait solutionner la situation actuelle. Il suffirait que je prononce le mot souveraineté alimentaire pour que quelqu'un parte en guerre pour dire que ce n'est pas la solution. C'est une partie de la solution. Il faudrait que les organisations de producteurs, dans chacun de leurs pays, avec leur gouvernement, et les gouvernements ont une responsabilité, établissent c'est quoi, quelle est la situation actuelle, le niveau de production, les niveaux de besoins, quel plan on se donne pour arriver à l'objectif de nourrir la population. Est-ce qu'on sera capable d'arriver à 100% de souveraineté alimentaire dans les pays? Improbable. Après que cet exercice-là est fait, on se donne des objectifs. On veut augmenter, on veut améliorer la situation de 5 de 10 pendant les prochaines années. Et les producteurs agricoles commis, à travers leurs organisations, dans des objectifs comme ceux-là, ils vont livrer des objectifs. Actuellement, c'est un peu, dans les dernières années, ça a été laissé un peu au hasard. Aucune compagnie dans le monde n'oserait vouloir attaquer un marché sans se doter d'un plan. Et nous, on se donne comme objectif de nourrir la population de la planète, qui va bientôt doubler, à peu près sans plan. Bien sûr, il y a de grandes institutions internationales et elles doivent être mises à contribution dans l'exercice ou dans la mise en place de ce plan-là. Mais d'abord établi au niveau local dans chacun des pays. Deuxième aspect, le marché seul n'a jamais réussi à prouver qu'il était capable d'alimenter la planète, mais il ne sera pas tous capables dans l'avenir. Quand on a 800 millions à 1 milliard de gens qui n'ont pas le pouvoir d'achat nécessaire pour se procurer sur le marché des aliments, il ne faut pas penser et croire que le marché à lui seul va régler la solution. Par ailleurs, il ne faut jamais oublier le marché, les échanges commerciaux dans n'importe quelle politique agricole. Donc après que les efforts sont faits au niveau de chacun des pays pour produire ce qu'on est capable de produire, il y a des produits qui vont produire, il y a des pays qui vont produire des commodités en beaucoup plus grande quantité que ce qu'ils consomment. Il y a là un potentiel d'échanges commerciaux sur des règles, des bases équitables qui devraient être mises en marché. Et il y a d'autres pays qui doivent importer des produits et les échanges doivent se faire. Et finalement,
on pourrait dire, premièrement, il y a eu, et peut-être qu'il y aura toujours des pays qui vont connaître des déficits alimentaires. Parfois, ce sont les mêmes, d'autres fois, ce sont des pays différents à cause de situations catastrophiques au niveau climatique ou d'autres raisons. Il faut être capable de se doter d'un mécanisme de réserve, d'un mécanisme d'intervention rapide pour combler ces lacunes-là sur les marchés locaux un peu partout à travers le monde. Il faudra tenir compte dans ce plan de deux éléments tout à fait incontournables. Ce sera de plus en plus difficile d'expliquer des mouvements massifs de denrées agricoles de l'Europe vers l'Afrique, ou de l'Amérique du Nord vers l'Afrique, ou de l'Afrique vers ailleurs dans le monde, avec les prix d'énergie, particulièrement le pétrole qu'on connaît à l'heure actuelle. Et si les prix ne suffisent pas à convaincre les gens que certains niveaux de transport sont tout à fait ridicules, la protection de l'environnement, les gaz à effet de serre, les émissions de CO2 viendront finir de convaincre ces gens-là. C'est pas possible qu'on dépense des énergies absolument nécessaires et utiles ailleurs à faire du transport et qui n'est pas particulièrement utile. Les producteurs agricoles, et c'est le point avec lequel je terminerai, la petite expérience que j'ai d'avoir voyagé et d'avoir partagé avec les confrères un peu partout dans le monde, à travers la FIPA et d'autres organisations agricoles, Agricor entre autres, c'est de constater que les producteurs agricoles partout à travers le monde ont des bâtis de la même façon. C'est-à-dire que si on est en Afrique et on produit un sac de céréales pour mettre sur le marché, si on perd de l'argent et qu'on met notre famille à risque en mettant en marché ce sac de céréales, la tentation d'en faire un de plus, elle est réglée et ça se décide assez rapidement. Les producteurs ne vont pas au deuxième sac. Comme chez nous en Amérique du Nord, comme chez nous en Europe, comme chez vous en Europe. Les producteurs perdent de l'argent à faire une tonne de céréales ou un bovin ou un porc, peu importe la production. La tentation d'en faire plus se guérit assez rapidement. Les producteurs ont été très mal rémunérés dans les 25 dernières années. Il faut faire ce constat-là aussi. Et comme l'agriculture n'était pas au premier rang des préoccupations, les agriculteurs n'étaient pas au premier rang des préoccupations aussi. Il ne peut pas y avoir d'agriculture sans les agriculteurs. Si les agriculteurs sont bien rémunérés, plusieurs gens l'ont aujourd'hui, le potentiel de production de nos différents pays est loin d'être atteint. Le potentiel de développement technique, humain, ressources financières est loin d'être atteint. Et vous avez parlé beaucoup, dans le courant de la journée, d'investissement dans les infrastructures, d'investissement en capitaux. Peu de personnes ont parlé de l'investissement dans les humains qui font de l'agriculture, des agriculteurs, des agricultrices de partout à travers le monde. Il faudrait peut-être commencer par là. Alors, je termine ici pour le moment. Merci, Jacques Perron.